Salut les actifs! Loyer impayé, logement saccagé, squat, mais imaginez cette situation. Vous avez investi des années d'économie dans un bien immobilier, vous avez soigneusement choisi vos locataires, signé un contrat, en bonne et due forme s'il vous plaît, et pourtant les problèmes commencent. Votre locataire arrête de payer, puis il s'installe comme si c'était son propre logement. Vous tentez de régler la situation, mais entre la lenteur administrative, les recours juridiques et l'impossibilité d'intervenir directement, vous vous retrouvez dans une impasse. Et oui, les réseaux sociaux regorgent de témoignages de propriétaires démunis. Parfois, ces histoires font même la une des journaux, comme ce cas édifiant de retraités qui ne peuvent pas récupérer leur maison après des mois, voire des années de litige. Et ça peut aller loin quand on n'a pas d'autre choix pour ne pas finir soi-même à la rue. Vous avez peut-être vu cette interview de Jérôme Le Banner. Il n'y a pas longtemps, un petit machin revient et tout. C'est sa maison. Elle pouvait pas, elle dormait dans la caravane de sa fille. J'ai dit, hey, là, vous êtes trompé de maison, c'est le mauvais moment et le mauvais endroit. Ouais. Bon, il n'y a pas eu que des claques, mais bon, voilà. Non. Mais on peut se poser une question. Quelle est la vraie vérité, si vous permettez ce pléonasme, sur les loyers impayés? Sont-ils si nombreux que ça? Les squats laissent-ils vraiment les propriétaires sans recours? Et les saccages restent-ils complètement impunis par les autorités? Dans cette vidéo, on va voir si la France est vraiment le pire pays pour louer son logement. On va décortiquer ensemble la situation, comparer avec d'autres pays et voir ce qu'on peut en tirer comme leçon. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai des solutions concrètes pour naviguer dans cet univers qui paraît toujours plus complexe. La justice en France, est-ce que les locataires sont surprotégés? Chez nous, la loi, elle est conçue pour protéger les locataires car ils sont considérés comme étant plus faibles. Ça part d'une bonne intention, une intention louable, éviter que les plus précaires ne soient jetés à la rue sans préavis. Et on peut trouver ça logique. Attends, imagine une mère isolée avec 2 enfants qui vient de perdre son taf et qu'on jette dehors en plein hiver. C'est clairement pas humain comme comportement. Mais dans la pratique, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme ça. Car d'un côté, les propriétaires ne sont pas tous des multimillionnaires. Ça se voit que je les ai pas formés. Et les locataires, pas tous à plaindre. Être locataire n'est pas une honte et être propriétaire n'est pas une obligation pour réussir sa vie. C'est là que je dois placer le truc avec la Rolex 40 ans. Non, pardon. Et cela crée un déséquilibre qui peut paraître absurde et incompréhensible aux yeux des propriétaires. Sois attentif car on va maintenant entrer dans le détail des impayés. Un locataire, pour une raison qui n'a ici pas vraiment d'importance, arrête de payer son loyer. Les procédures d'expulsion vont durer des mois et souvent des années entre les délais imposés par la trêve hivernale, donc du 1er novembre au 31 mars, et les nombreuses possibilités de recours juridiques pour le locataire, le propriétaire peut se retrouver à financer un logement qu'il ne peut ni occuper ni louer à quelqu'un d'autre. Concrètement, comment dois-tu agir si tu fais face à un impayé? C'est assez complexe, mais je vais quand même tenter d'être clair. Je te révélerai juste après un petit secret. Bien entendu, tu peux pas procéder par toi-même. Tu peux pas toi-même aller évacuer les squatteurs ou les mauvais locataires. C'est sérieux, attention, si tu tentes de les intimider ou que tu utilises la force, ça pourrait se retourner gravement contre toi. Non, il faut obtenir une décision de justice et c'est cette décision qui va ordonner le départ des locataires. Mais certaines étapes doivent être respectées, ce qui implique un certain délai avant d'obtenir gain de cause. Alors, dès le 1er mois de loyer impayé ou en présence de squatteurs, quand tu t'en aperçois, tu dois signifier par huissier de justice un commandement de payer. Le locataire dispose alors de 2 mois pour régler le loyer impayé. Mais toi, en plus de l'impayé, tu as déjà avancé des frais puisque tu vas payer l'huissier. Alors à défaut de paiement dans le délai des 2 mois, tu dois saisir le tribunal d'instance pour constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion. Alors évidemment, les parties sont convoquées à une audience de jugement, il y a un délai. Et le délai, il peut être raccourci si tu as le réflexe de saisir le tribunal, ce qu'on appelle en référé. Fallait y penser. Lorsque le juge prononce l'expulsion, cette décision est signifiée au locataire, encore une fois par huissier. Et il dispose
dispose à ce moment-là d'un mois s'il veut faire appel. À l'issue de ce délai, si le locataire n'a pas quitté les lieux et n'a pas fait appel, le propriétaire bailleur délivre ce qu'on appelle un commandement de quitter les lieux, toujours par huissier et toujours à votre charge. Et le locataire dispose alors de 2 mois pour libérer le logement. Attention, en aucun cas tu n'as le droit de les mettre dehors manu militari. Si le locataire ne s'exécute toujours pas, l'huissier à ce moment-là va demander à la préfecture l'autorisation de recourir à la force publique. L'administration doit alors répondre dans un nouveau délai de 2 mois. Et dans les faits, si l'administration juge que c'est non, c'est non. En 2023, par exemple, une étude de la Fondation Abbé Pierre a révélé que 20% des propriétaires individuels ont rencontré des difficultés, petites ou grosses, liées aux impayés de loyer une fois dans leur vie. Et ça, c'est sans compter les cas extrêmes où des squatteurs entrent dans un bien vacant et refusent d'en partir. Là encore, la loi semble favoriser les intrus en leur accordant des délais pour régulariser leur situation. En fait, elle favorise pas, mes amis. Elle a juste pas été écrite pour une telle mauvaise foi. Tout ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'à vouloir protéger les plus vulnérables, ne finit-on pas par créer un système qui dissuade les gens d'investir dans la location immobilière? Alors, je vous avais promis un secret, quel est-il? Eh bien, c'est de prévenir. C'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement, je passe beaucoup de temps sur la sélection des locataires. Mais je vais t'en livrer le départ dès à présent. Première astuce, et c'est cadeau, échange avec tous les candidats à la location. Si tu montres du respect aux gens, tu auras du respect en retour. Seconde astuce, c'est toujours cadeau, entretiens ton bien. Déjà, il se valorisera, ça c'est pour toi, mais en plus, tu seras gagnant sur plusieurs facteurs. Plus de candidats, les gens respectent davantage un logement digne, ou encore, tu réduis le turnover. Pour la suite, si ça te branche, tu as un lien en description pour solliciter un entretien que je t'offre pour faire un point sur ta situation. Bref, on vient de voir qu'en France, ce n'est pas la panacée, mais ailleurs, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut se barrer de ce pays ou est-ce qu'on reste là? Eh bien, accroche-toi parce que moi, je suis resté scotché. Pour cette analyse, j'ai choisi plusieurs pays. L'Allemagne, considérée comme rigoureuse et carrée. L'Espagne, autre pays limitrophe. Les États-Unis, car la première puissance mondiale. Dubaï, car destination et à la croisée de 3 continents est considéré comme très tendance. Alors en Allemagne, le marché locatif est fortement réglementé pour protéger les locataires. Les dépôts de garantie sont limités mais à 3 mois de loyer net, payable en 3 versements mensuels égaux si le locataire le souhaite. C'est déjà une sacrée différence, car en France, c'est un seul mois. Alors avant c'était 2 et c'est Sarkozy qui a réduit à un seul mois en 2007-2008. Les augmentations de loyer sont encadrées par la loi et ils ne peuvent pas excéder 20% sur une période de 3 ans et dans certaines régions, cette limite est même réduite à 15%. Les contrats de location sont généralement à durée indéterminée, offrant une très grande stabilité aux locataires. En cas de litige, les tribunaux spécialisés en droit locatif, oui, traitent les affaires, bien que les délais puissent varier selon les juridictions. Alors en cas d'impayé, le propriétaire doit envoyer une mise en demeure par écrit. Si l'impayé persiste, une résiliation de contrat peut être prononcée, mais uniquement avec un préavis de 3 mois. Une expulsion judiciaire va ensuite être demandée, mais les délais sont souvent longs, dépassant 6 mois, surtout dans les zones urbaines où les tribunaux sont engorgés. Au niveau des coûts et des garanties, les frais judiciaires sont à la charge, comme en France, du propriétaire au départ, mais peuvent être récupérés, comme en France, oui, mais à condition que le locataire soit solvable. Les dépôts de garantie, donc je le rappelle, qui vont jusqu'à 3 mois de loyer, sont une sécurité importante pour couvrir certains frais. Mais pour le reste, on n'est pas mieux logé que chez nous, si tu permets l'expression. Après l'Allemagne, l'Espagne. Là, les choses sont plus flexibles. Les propriétaires peuvent résilier un contrat de location assez facilement si certaines conditions ne sont pas respectées. Toutefois, les impayés restent un véritable problème, bien que les procédures soient moins longues qu'en France. En cas d'impayé, il y a un premier avertissement au locataire, puis, en cas de silence, une procédure judiciaire est engagée. Une expulsion peut prendre, de 3 à 6 mois en fonction de la région, bien que des efforts aient été faits pour accélérer ces démarches. Pour les frais judiciaires et les honoraires d'avocat, ils sont assez élevés en général en Espagne. Cependant, la législation impose un dépôt de garantie obligatoire qui est appelé, j'ai jamais fait d'espagnol, fianza, équivalent à 1 mois de loyer pour les logements non meublés. Pour les logements
meublé, ce dépôt peut être porté à 2 mois de loyer. En plus de cette fianza, j'espère que je prononce bien, les propriétaires peuvent demander des garanties supplémentaires, souvent appelées, ça doit vouloir dire garantie additionnelle, là, ce qui apparaît. Ces garanties peuvent représenter jusqu'à 2 mois de loyer supplémentaires, portant le total potentiel, comme en Allemagne, à 3 mois de loyer. Il est important de noter que la fianza doit être déposée par le propriétaire auprès de l'organisme compétent de la communauté autonome concernée et dans un délai de 30 à 60 jours qui suit la signature du contrat de location. Donc dit autrement, ça ne va pas sur ses comptes à lui. Et le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions pour le propriétaire. En résumé, pour une location résidentielle en Espagne, le dépôt de garantie légale est de 1 mois pour un logement non meublé, 2 mois pour un logement meublé, et à cela peuvent s'ajouter des garanties dites additionnelles supplémentaires portant le total à un maximum de 3 mois de loyer selon les accords entre le propriétaire et le locataire. USA, les États-Unis, la suspense, l'Amérique, à quoi vous vous attendez? Elle offre un contraste saisissant. Les lois varient d'un État à l'autre, c'est pas les États-Unis pour rien, mais globalement, les propriétaires ont plus de latitude pour expulser un locataire en cas de non-paiement. Et oui. What did you expect? Dans les États comme le Texas ou la Floride, par exemple, une procédure d'expulsion peut être finalisée en moins de 30 jours. Une mise en demeure officielle est suivie d'une audience rapide devant un tribunal local. À l'issue de cette audience, un shérif peut intervenir pour forcer l'expulsion immédiate. Les coûts d'une telle procédure varient de quelques centaines de dollars à plus de 1000 dollars selon la situation. Mais honnêtement, ça va. Les propriétaires peuvent demander des dépôts de garantie équivalents à 1 ou 2 mois de loyer et utilisent souvent des systèmes de vérification de crédit pour limiter les risques. Dubaï représente une approche complètement différente. Les contrats de location sont extrêmement formels et les locataires doivent souvent payer 1 année d'avance. 1 année d'avance, j'ai bien dit. En cas de litige, la justice agit très rapidement aussi, mais on considère qu'elle favorise souvent le propriétaire. Si un locataire ne paie pas, le propriétaire peut engager une procédure auprès du Centre de règlement des litiges locatifs RDSC dans le texte. Les litiges sont généralement réglés en 2 à 4 semaines avec des ordonnances d'expulsion rapides si le locataire est en tort. Et pas de trêve hivernale, tu t'en doutes, que ce soit pour le fond ou pour la forme. On l'a dit juste avant, le locataire doit payer jusqu'à 1 an de loyer d'avance ou fournir des chèques post-datés. Chez nous d'ailleurs ça s'appelle des traites. Post-dater un chèque, c'est illégal mes amis. Et si un chèque est refusé pour insuffisance de fonds, cela constitue une infraction pénale, ce qui pousse la plupart des locataires, évidemment, à respecter leurs obligations. Mais oui, ce système ultra-libéral peut être très pénalisant pour les locataires en cas de problème financier. Alors, en France, dans les faits, comment on se situe? Écoute bien, tu vas être surpris. Malgré les récits catastrophiques, il est important de replacer les choses dans leur contexte. Oui, des conflits locatifs existent, mais la majorité des locations se déroulent sans accroc. Selon l'Observatoire des loyers, moins de 3% des baux en France finissent par des procédures judiciaires. La plupart des locataires payent leur loyer à temps et les problèmes majeurs restent relativement rares. Cependant, ces cas minoritaires ont un impact démesuré sur la perception générale. Les propriétaires potentiellement effrayés par des histoires de squat ou d'impayés hésitent à mettre leurs biens sur le marché locatif et cela contribue à la tension sur le marché immobilier avec moins de logements disponibles pour les locataires. Pour simplifier le deal, si d'un côté tu protèges beaucoup le locataire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas diminuer le nombre de candidats à mettre des logements sur le marché, mais moins tu auras de précarité. Ne jetons la pierre à personne. Quand un législateur écrit un texte, il doit choisir la moins mauvaise solution. Et qu'est-ce qui est le plus grave en fait? Un proprio d'un côté qui perd 6 mois de loyer ou alors un sans domicile fixe qui meurt de froid? La question est vite répondue comme dirait l'autre. 2 éléments ont fondamentalement changé et selon moi, ça mériterait que la loi soit clairement dépoussiérée. Premièrement, c'est que certains en font désormais un jeu que je qualifierais de malsain. Ils connaissent la loi
lois savent jouer avec, par exemple en payant un mois de loyer quelques jours avant l'audience, démontrer leur soi-disant bonne foi et en profitent honteusement. De l'autre, moult propriétaires préfèrent laisser des logements vides, et j'ai tout un tas d'exemples, en bord de mer par exemple, et ça doit être pareil à la montagne, ce qui rajoute de la tension à la tension locative cette fois. Et second point, c'est que les délais de justice sont devenus si longs que cette attente peut mettre des gens sur la paille. Attends, bouge pas, encore un point extrêmement important avant d'en arriver à la conclusion. Il faut que tu saches qui sont les propriétaires en France, qui sont ces salauds de riches qui font flamber les prix. En juin 2024, Le Monde a sorti un article assez sympa. Quel est donc l'avatar, le profil type du propriétaire bailleur? Et bien la majorité des propriétaires sont âgés de 50 à 64 ans, reflétant une tendance où les individus investissent dans l'immobilier à l'approche de leur retraite pour sécuriser des revenus complémentaires. Pense-y avant, si je puis me permettre un conseil. Environ 2/3 des bailleurs possèdent un seul bien immobilier destiné à la location, indiquant donc la prédominance assez flagrante de petits investisseurs sur ce marché. Oui, et une extrême minorité, on retrouve le chiffre de 3% comme pour les impayés, 3% détient 6 biens ou plus, et eux contribuent de manière significative à l'offre locative. Après tout, c'est pas un crime si c'est fait respectueusement, non? Les motivations des bailleurs sont la préparation à la retraite, la constitution d'un patrimoine à transmettre ou la recherche de revenus complémentaires. Les stratégies d'investissement diffèrent donc selon l'âge, les ressources financières et les objets patrimoniaux de chaque propriétaire. Niveau catégorie socio-professionnelle, les propriétaires bailleurs proviennent majoritairement des classes moyennes et supérieures, avec une surreprésentation des cadres et des professions indépendantes. Cette composition suggère que l'investissement locatif est souvent accessible aux ménages disposant de revenus stables et élevés. Selon une étude qui date un peu, mais elle est toujours vraie puisqu'elle a été publiée par la Tribune en 2016, le revenu annuel médian, c'est-à-dire autant au-dessus, autant en dessous, des ménages bailleurs s'élève à 59 200 €, soit presque le double du revenu médian des autres ménages de 30 400 €. Deux leçons à en tirer, ce ne sont pas des ultra riches, mais surtout, et c'est ça pour tout le monde une lueur d'espoir, on peut améliorer son train de vie grâce à l'immobilier. T'as déjà pris rendez-vous là, j'espère, hein? En résumé, le profil du propriétaire bailleur en France est majoritairement celui d'une personne d'âge mûr, appartenant aux classes moyennes et supérieures et possédant généralement un ou deux biens immobiliers et souvent situés dans les grandes agglomérations. Ces caractéristiques reflètent les dynamiques du marché immobilier français et les stratégies patrimoniales privilégiées par ces investisseurs. Alors, quelle solution serait à explorer pour que les deux parties soient enfin gagnantes? Parce que ce qui est dramatique, c'est quand on a un sentiment d'injustice, et quel que soit le côté depuis lequel on regarde, que ce soit le proprio qui loue une pauvre merde ou le locataire qui fasse semblant de ne pas pouvoir payer. Comment on les repère, ces brebis haleuses? Eh bien, selon moi, il est nécessaire d'agir sur plusieurs fronts. Accélérer les procédures judiciaires en mettant en place des tribunaux dédiés pour que les litiges soient plus rapidement réglés. Deuxièmement, encourager les assurances loyers impayés, notamment pour les propriétaires qui n'en ont pas les moyens de subir un impayé. Et en ce sens, la garantie Visale va dans le bon sens. Repenser la trêve hivernale, introduire des exceptions pour les gens qui sont manifestement de mauvaise foi et proposer des solutions alternatives d'hébergement ou encore la prise en charge du loyer par les pouvoirs publics lorsque ceux-ci refusent ou traînent à expulser. Éduquer les propriétaires et les locataires, informer les deux parties sur leurs droits et responsabilités pour éviter les conflits inutiles en disposant de davantage de médiateurs et en élargissant leurs pouvoirs. La location immobilière, et ça concerne tout de même 42% des Français, repose sur un équilibre qui est fragile. À force de vouloir protéger les plus vulnérables, le système finit par protéger les mieux informés, ceux qui connaissent les failles de la loi. Cela dissuade les propriétaires, réduit l'offre et renforce les tensions sur le marché. Pour autant, tout n'est pas noir. Avec des réformes adaptées,
une meilleure éducation, des acteurs et des solutions équilibrées, il est possible de redonner confiance aux propriétaires sans pour autant sacrifier le droit des locataires. La question n'est pas de choisir un camp, vous l'aurez bien compris, mais de trouver une voie qui profite à tous. Alors, la France est-elle vraiment le pire pays pour louer son logement? Ça dépend de votre point de vue, mais une chose est certaine, des améliorations sont nécessaires et surtout, traiter le mal à la racine en réduisant la pénurie des logements. À bientôt.